Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, je reçois Pierrick Caillard. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes secrétaire régional de la CFDT. On va bien sûr parler du 1er mai, de demain. C'est une journée finalement importante, en tout cas très symbolique pour vous les syndicats. Très rapidement, dans l'actualité, quand même, hier, il y a une réunion importante concernant une rencontre avec Gérard Collomb au sujet de la métropole, de la formation de la métropole. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Est-ce que vous êtes satisfait déjà? Comment ça s'est passé? Peut-être juste dire qu'à l'occasion de la création de la métropole, le président Collomb donc, a en charge aujourd'hui des politiques de solidarité qui sont majeures en direction des personnes handicapées, en direction de la protection de l'enfance. Ce qu'on appelle les transferts de compétences par rapport au conseil général. Et donc, qu'en bout de chaîne de ces politiques, ce sont des personnes en situation de fragilité qui sont concernées par ces politiques publiques. Donc on a aussi, dans la période actuelle, un minimum d'exigence vis-à-vis de ces personnes. Hier, donc, le président Collomb il a annoncé 3 chantiers sur lesquels il souhaitait qu'il y ait une rencontre avec les organisations syndicales. D'une part, l'indemnité liée à la fonction, d'autre part, l'organisation du travail et la semaine de 4 jours, et enfin, les suggestions spéciales, donc le statut spécifique d'agent. Nous, ça ne correspond pas à ce qu'on avait demandé, ce qu'on lui a remis en main propre, ce qu'on lui avait adressé auparavant, à savoir qu'ils mettent en place un réel agenda social sur la durée du mandat qui permette de se saisir de ces sujets, les rémunérations, l'organisation du travail, les effectifs, les remplacements, les activités sociales, et qu'il engage point par point, en laissant le temps d'une négociation et d'une confrontation des points de vue pour apporter des solutions à ces sujets qui aujourd'hui font écart entre les agents qui viennent du département et ceux qui viennent de la métropole. Enfin, pour solutionner ces sujets, on ne peut pas les prendre juste par un régime indemnitaire uniquement. Il faudrait prendre l'ensemble des questions de rémunération pour arriver à produire un système qui soit équilibré et équitable entre les agents, d'où qu'ils viennent, ceux qui seront recrutés demain, ceux qui viennent du département et ceux qui étaient anciennement à la métropole. Donc, je dirais le processus de dialogue qu'il propose n'est pas à la hauteur des enjeux de créer, puisqu'il a une vision pour la métropole sur le champ économique par exemple, qu'il ait une réelle ambition sociale également, pour construire ensemble en termes de politique sociale sur la métropole. En revanche, finalement, le dialogue est un peu difficile, compliqué à nouer, puisque face à Gérard Collomb, vous êtes 9 représentants syndicaux différents, avec peut-être des envies différentes, avec voilà. Alors, une intersyndicale, comme son nom l'indique, plusieurs choses. Est-ce que c'est pas un peu compliqué justement de nouer le dialogue dans ces cas-là? C'est pas forcément, effectivement, c'est pas la configuration la plus simple du point de vue des représentants du personnel. Vous n'êtes pas qu'un syndicat. Voilà. D'autant plus qu'ils sortent d'une période d'élection professionnelle en décembre et qu'ils vont en réengager une en fin d'année. Donc le moment de la négociation et la forme de représentation des personnels n'est pas la plus simple. Nous, à la CFDT, on a mis quelque chose d'écrit sur la table, ce que je viens d'expliquer, qu'ils mettent en place un réel agenda social. À chacun aussi d'être un petit peu plus clair peut-être sur les propositions qu'ils font. Il ne suffit pas de demander du dialogue, encore faut-il être capable donc de proposer une méthode de dialogue. C'est ce qu'on a fait à la CFDT. C'est aussi là-dessus qu'on attend Gérard Collomb, qui lui-même se dit prêt au dialogue. Et puis, lorsqu'il propose des séances de rencontres, c'est plutôt une discussion qui ne l'engage pas réellement et qui ne prend pas la mesure des enjeux. Alors, plus largement, on va revenir justement sur ce 1er mai, sur les syndicats. Là, il y a un sondage OpinionWay qui est paru dans le Figaro pour aussi BFM Business, et on déclare que 45% des Français, donc finalement moins d'un Français sur 2, se déclarent satisfaits des syndicats, ont confiance aux syndicats. Est-ce que c'est pas un signe que finalement les Français, en tout cas les salariés, n'ont pas réellement confiance en vous ? Peut-être qu'ils perçoivent les organisations syndicales plus comme des organisations qui ne sont pas forcément en phase avec les enjeux et les modes d'action qu'ils seraient en droit d'attendre aujourd'hui. Vous aurez noté que
de ce sondage, le syndicat qui arrive en tête parmi avec 9%, voilà, avec 9%. Tout de suite après, la CGT avec 8%, mais c'est voilà, donc peut-être que l'image de la CFDT correspond pour partie, en tout cas à ceux qui se reconnaissent encore dans l'action syndicale, correspond un peu aux attentes. Mais c'est un sondage qui révèle quand même quelque chose. Enfin, puis on le sait d'ailleurs, hein, il y a peu de représentation syndicale, en tout cas beaucoup moins, par exemple, comme on le voit dans les pays nordiques, etc. Pourquoi, selon vous? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Est-ce qu'il n'y a pas un peu une image un peu vieillotte quand même des syndicats? Alors, il y a une image vieillotte, mais juste un point d'explication sur la situation dans les pays nordiques, c'est que dans un certain nombre de ces pays, pour accéder par exemple à l'assurance chômage, parfois au droit au logement, etc., il faut être syndiqué. Donc forcément, il y a une utilité et c'est presque incontournable. Donc nous ne sommes pas sur ce modèle de syndicalisme. Par contre, il faut noter qu'en France, le taux de couverture des salariés, c'est-à-dire le nombre de salariés qui dépendent d'une négociation au niveau d'une convention collective, donc qui bénéficient de droits liés à cette convention, est supérieur à 90-95%. Ce qui est pas le cas dans d'autres pays. Et même en Allemagne, cette question se pose avec la création de mini-jobs où les salariés se trouvent exclus du champ de la négociation collective. Donc effectivement, il n'y a pas assez de syndiqués, d'adhérents dans les organisations syndicales. La confiance n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on espérait. Pour autant, les salariés ne sont pas non plus en dehors donc, du champ de la négociation. C'est aussi le sens de ce qu'on a proposé pour le 1er mai. C'est à nous, parce qu'il y a une responsabilité des organisations syndicales, à nous de proposer des modes de fonctionnement qui sont plus modernes, qui permettent à chacun de trouver sa place, de participer au débat. On reproche quand même un certain immobilisme. Voilà, cette volonté absolue du statu quo, j'allais dire. Est-ce qu'il ne faut pas non plus essayer aussi de faire bouger les choses, d'évoluer? Tout à fait. Enfin, notre responsabilité, c'est face aux évolutions du monde du travail, de permettre à ceux qui ont le moins de droits d'en acquérir. Par exemple, c'est le cas pour les jeunes, mais ça va être le cas pour les femmes, les temps partiels, les seniors. Il y a un certain nombre de salariés qui, de fait, lorsqu'ils sont en dehors des grosses entreprises ou de la fonction publique, ne bénéficient pas d'un minimum de garanties pour se former, pour sécuriser leur mobilité. Dans le cadre des accords qu'on a signés, l'accord sécurisation de l'emploi notamment, la CFDT, on a obtenu des nouveaux droits, les temps partiels d'au moins de 24 heures, la mutuelle, la complémentaire santé payée en partie par l'entreprise pour l'ensemble des salariés à partir du 1er janvier 2016. Ça va être la taxation des contrats courts, ça va être la présence des salariés au conseil d'administration des grandes entreprises, tout un tas de mesures d'acquis qui ont été obtenues par l'engagement de la CFDT notamment, et qui demain seront défendus par tous les syndicats, y compris ceux qui ne l'ont pas signé. Aujourd'hui, on va attendre la mort globale, là, c'est voilà, les 2500 sont en train de faire, salariés sont en train de faire leur carton, ils ont déjà reçu leurs lettres. Ça se répète, quand est-ce que ça va se terminer? C'est ce que vous posez comme question? On se pose cette question. Vous auriez pu évoquer la situation de Renault Trucks également. Renault Trucks aussi. Où on ne comprend pas. 500, plus de 500. Voilà, on ne comprend pas du tout. Alors qu'il y avait déjà une restructuration engagée en 2014 et qu'elle se traduit dans les faits, puisque la marge opérationnelle de ce groupe a fortement évolué, de 4 à plus de 7% sur l'année écoulée, et qu'en 2015, on bénéficiera en année pleine donc, des effets du précédent PSE, qui avait déjà demandé des efforts aux salariés, et puis surtout que des salariés avaient dû quitter l'entreprise à cette occasion-là. Donc oui, sur cet exemple-là, c'est pour nous uniquement une restructuration avec des motivations financières et à court terme. Mais on pourrait aussi citer Gaillon, par exemple, une entreprise un peu au nord de Villefranche, oui, où la semaine dernière, via la mobilisation de l'équipe CFDT sur place, on a contraint le groupe à changer de stratégie puisqu'il voulait supprimer sur 60 postes, presque 50 des 60 postes. Et en réalité, il va conserver, il n'y aura que 10 suppressions d'emplois de départ volontaire. Donc il y a aussi des choses qui voilà, des choses qui avancent. Même, ouais, qui avancent et puis quelques signes d'une reprise ou d'un frémissement de l'économie
Par exemple, pour revenir à Renault Trucks, le carnet de commandes se remplit, ce qui rend d'autant plus incompréhensible les décisions, les annonces qui ont été faites hier par les dirigeants. Ça c'est assez incompréhensible. Au niveau, très concrètement, demain, comment ça va se passer, notamment sur Lyon? Donc, au regard aussi de ce que j'ai pu dire sur la situation de l'emploi vis-à-vis des jeunes, que vous avez vu les chiffres du chômage, ils sont à nouveau impactés significativement sur les questions de chômage. Donc demain, nous on souhaite ouvrir d'abord le syndicalisme aux jeunes. C'est le sens d'un grand rassemblement qui va se dérouler à Paris avec des moments de réflexion, de débat sur l'emploi, sur l'Europe, sur le travail. Pour les moins de 35 ans, voilà, pour les moins de 35 ans, une dimension demain. européenne et puis aussi une dimension festive avec des groupes de musique. Tout ça, c'est d'abord la priorité et puis ça permet aussi de construire avec eux le syndicat de demain et peut-être d'en rénover l'image. Vous les sentez sensibles, les jeunes, aux questions de syndicalisme, voilà, Je crois que les jeunes, les mecs comme tous les salariés, ils n'arrivent pas forcément dans le monde du travail avec l'idée première de chercher au niveau du syndicat des moyens pour se construire et sécuriser leur parcours. Et ils n'ont pas d'ailleurs forcément conscience que le 1er mai, ça fait plus de 100 ans que c'est une journée donc, de revendication internationale et en s'entend en termes de protection sociale, en termes d'horaire de travail, en termes de congés, en termes de rémunération, de participation des salariés à la vie de l'entreprise, ça a changé du tout au tout. Et tout ça, lorsqu'on intègre le monde du travail, on n'en a pas forcément conscience, bien que sur sa fiche de paye, il y a beaucoup d'indices qui montrent en quoi tout ce qui a été construit à partir des revendications des salariés et des syndicats. Mais c'est parfois lorsqu'ils sont confrontés eux-mêmes à des propres difficultés ou à l'ambition de se construire ou de leur avenir professionnel qu'ils se tournent vers nous. Et le regard qu'ils portent sur le travail, j'allais dire un grand T, sur ce qu'ils font, c'est comment vous le trouvez? Moi, je crois qu'il y a beaucoup de disparités d'un secteur à l'autre. Mais que donc l'affirmation selon laquelle chacun rentrerait dans le monde du travail et il serait immédiatement pressurisé ne correspond pas au vécu de tout un tas de jeunes, quand bien même ils sont en situation parfois compliquée. Je peux penser aux contractuels dans la fonction publique, par exemple, dont le salaire n'évolue pas, qui ont des contrats qui se répètent soit mois après mois ou tous les 3 mois. Ça peut durer 3 ans, 4 ans. Leur situation salariée n'est pas enviable. Pour autant, le travail, ils y sont attachés et ils y trouvent aussi un motif de satisfaction personnelle. Donc, il faut absolument qu'on soit aux côtés des salariés et des jeunes lorsqu'ils font face à des conditions de travail dégradées ou à des rémunérations pas satisfaisantes, mais ne donnons pas l'image de salariés qui seraient tous désespérés dans leur travail. Je crois qu'ils aiment et ils se construisent et ils se sentent utiles pour une partie importante d'entre eux dans le cadre du travail qu'ils effectuent. Merci beaucoup Pierrick Caillard d'avoir été notre invité aujourd'hui dans l'autre direct. On se retrouve dès lundi matin.